La capitale ukrainienne, pilonnée par la Russie. Depuis son appartement, un habitant filme et échappe de peu à une frappe. Partout dans la ville, des immeubles sont en flammes. Les habitants se réfugient dans les sous-sols, métro, parking. Les secours interviennent comme ils peuvent. Ces attaques ont fait au moins 4 morts et 60 blessés. Cet homme de 74 ans s'est extirpé des ruines de son appartement. Il y a eu une explosion et je me suis précipité. Nous avons été projetés en arrière comme des épingles par l'onde de choc. 600 drones et 90 missiles frappent la ville et sa région, dont le missile Oreshnik. Cette arme, à tête multiple, provoque des dégâts colossaux. Certains habitants ont décidé de fuir la capitale. Je suis vraiment désolée de devoir dire adieu à Kiev. Je ne peux plus rester. C'est impossible, j'ai perdu mon travail. Tout est parti en fumée, tout a brûlé. Les Russes revendiquent cette attaque en riposte à cette frappe ukrainienne menée il y a 2 jours dans une région occupée par Moscou. Le Kremlin affirme qu'il s'agissait d'un lycée et qu'une vingtaine de civils y seraient décédés. L'Ukraine, de son côté, maintient qu'elle visait un commandement de l'armée russe. Général, est-ce qu'on peut parler d'attaques massives, inédites ? À mon avis, non, parce que le 600 drones et 90 missiles. 600 drones, depuis quelque temps, c'est la norme. C'est l'unité de valeur. Oui, c'est la norme. Le seul fait nouveau, à mon avis, c'est le missile Oreshnik. Car qui a déjà été utilisé une fois. Il est à possibilité de charge nucléaire. Là, ils ont mis que des charges conventionnelles, mais il est possible de charge nucléaire. Ça, c'est simplement un signal de plus de Poutine à l'Ukraine. C'est aussi votre avis, Ulrich Bouna ? Alors, on est quand même sur une frappe massive. 90 missiles, ça se produit quand même extrêmement rarement de la part des Russes. Et d'autant plus, là, c'était véritablement concentré sur la ville de Kiev et l'oblast, donc la région de Kiev. Donc, c'est quand même relativement atypique d'avoir autant de missiles. Effectivement, en termes de drones, c'est quelque chose qui, malheureusement, pour les Ukrainiens, est devenu relativement standard. Mais en termes de missiles, on est sur quelque chose de beaucoup plus important. Et l'utilisation d'un Oreshnik, effectivement, on est sur une volonté très claire de faire passer un message aux Ukrainiens qui est en quelque sorte que les Russes conservent en quelque sorte le monopole ou en tout cas l'exclusivité de l'escalade. Ce qui, quand même, à mon sens, qu'il faut modérer un peu, c'est le 3e Oreshnik que les Russes envoient sur l'Ukraine. Ils en ont envoyé un sur Dnipro, un sur Lviv, maintenant un sur Kiev. Donc ce côté un petit peu Wunderwaffen utilisé par Vladimir Poutine pour rappeler qu'il est une puissance nucléaire s'émousse à mesure qu'il l'utilise de plus en plus, ce missile Oreshnik. La France a évidemment condamné son utilisation par la voix du président de la République, Emmanuel Macron. Madame Meloni s'est également exprimée. Emmanuel Macron parle de fuite en avant de la part de Vladimir Poutine. Que faut-il comprendre de ce que veut dire le président de la République ? Fuite en avant pour aller où ? Pour faire quoi ? Est-ce que c'est le témoignage d'une forme de fébrilité ou pas spécialement ? C'est le témoignage de dire nous avons toujours des moyens de nuisance, mais il doit se rendre compte, Vladimir Poutine, tout son entourage et la structure militaire, que cela n'est pas sans aucune efficacité. Il n'y a pas de résultat. Bien sûr, la population ukrainienne souffre, mais le fait de cette stratégie que je crois le monde militaire appelle anticité, on frappe sur des villes, alors que les Ukrainiens ont eu une autre vision, ils frappent en Russie sur des infrastructures industrielles, production de missiles, et surtout sur les infrastructures des raffineries, des stockages de pétrole. Bon. Donc on a deux moyens, deux visions différentes à nouveau, et je crois qu'effectivement c'est aussi une façon de pouvoir communiquer à la population russe du point de vue de Vladimir Poutine. Voyez-vous, on utilise toujours nos meilleurs armements contre l'ennemi ukrainien. Mais absence toujours de résultats. L'économie russe s'affaiblit. Le pouvoir politique est quand même de plus en plus mis en question, même par certains partis à l'intérieur du système, à l'intérieur de la Douma, le Parti communiste en particulier. En Russie. Donc vous avez le sentiment qu'il y a quelque chose de nouveau sur ce terrain-là ? Parce que
On se dit que parce que ce n'est pas Poutine n'a communiqué. pas trop de soucis à se faire. Ce n'est pas communiqué. Mais tout le monde. troisièmement, vous avez aussi à l'intérieur, deuxièmement, à l'intérieur du monde politique, il a dégagé, il y a 1 an et demi, son ministre des Affaires, de la Défense, Shoigu, qui était un ami historique. Ouais. Comme Prigojine l'était. Donc voilà, et maintenant Shoigu qui est de côté, c'est son environnement qui est tapé. Donc voyez-vous, il y a une fébrilité nouvelle à l'intérieur de l'appareil russe, et in fine, vous avez la population russe qui, tout en continuant à soutenir Vladimir Poutine, parce qu'autrement on va en prison, dit, si je lui pose la question, que voulez-vous pour l'Ukraine, 65% des interrogés disent le retour à la paix. Alors, Prigojine, qui avait défié Vladimir Poutine et dont l'avion a explosé en vol. C'était mystérieusement, oui. Très mystérieusement, c'est une coïncidence forcément. On va se tourner vers notre correspondante permanente à Moscou, Anne Poncité. Bonjour Anne, tout à l'heure on parlait de frappes massives, relativement inhabituelles, enfin encore que tout soit discutable, mais est-ce que cette frappe, 600 drones, 90 missiles, marque une forme de tournant avec un regain d'intensité dans cette guerre ? C'est surtout, selon le ministère de la Défense russe, une réponse à la frappe qui a touché un internat dans la nuit de jeudi à vendredi dernier dans la région de Lugansk, une région située à l'est de l'Ukraine, sous contrôle russe. 21 personnes sont mortes, des jeunes d'une vingtaine d'années. Les Ukrainiens affirment dans cette affaire avoir ciblé un quartier général, mais dès vendredi soir, Vladimir Poutine a dit qu'il y aurait une réponse à cette frappe. Et donc, il y a eu cette attaque massive contre l'Ukraine la nuit dernière avec l'utilisation d'un missile Oreshnik. C'est un missile à moyenne portée, une portée qui n'est pas du tout indispensable pour frapper l'Ukraine. Mais cette arme est présentée ici en Russie non pas comme l'arme ultime, mais comme l'arme de la punition, de la menace. La Russie ne l'avait employée jusqu'à présent que 2 fois. Et donc, ça n'est pas une première, de même que le nombre de drones et de missiles employés la nuit dernière n'est pas une première, mais c'est vrai que ces derniers temps, on a assisté à une augmentation de l'utilisation des armes de longue portée qui frappent en profondeur et qui font que les bilans de morts civiles sont en augmentation. L'ONU a décompté plus de 200 morts civiles en avril en Ukraine et il y a aussi eu de plus nombreuses frappes ukrainiennes contre la Russie, notamment sur des infrastructures pétrolières qui ont fait aussi des victimes civiles. Anne Ponciné, correspondante France Télé à Moscou. Vous voyez, on disait effectivement qu'il y a 2 visions, c'est-à-dire que les Ukrainiens frappent d'abord des infrastructures, mais il peut y avoir parfois des erreurs, des dégâts collatéraux. Ils ont frappé Moscou aussi, récemment. Oui, voilà, et on l'a vu avec cet internat dont nous parlait Anne Ponciné. Ulrich Bouna, revenons sur ce missile Oreshnik. On dit qu'il peut, porter une charge nucléaire. Ça n'était évidemment pas le cas hier. Je dis évidemment pas le cas, mais ce évidemment, est-ce qu'il s'impose ? Est-ce que ça veut dire que Vladimir Poutine veut aussi faire passer le message « Demain, on peut mettre une charge nucléaire sur un tel missile » ? C'est complètement ça. C'est complètement ça. Effectivement, utiliser ce missile-là sans charge nucléaire n'a pas de sens, en fait, d'un point de vue militaire. Très concrètement, les Russes ont des missiles balistiques ou des missiles de croisière qui font tout aussi bien le travail, entre guillemets, le sale travail. Mais effectivement, envoyer ce genre de missiles qui sont pas hyper précis, c'est pas l'objectif de ce genre de missile. Ce genre de missile, c'est de porter des charges nucléaires. On voit, c'est une tête Mirvé, il y a 6 têtes avec 6 sous-munitions derrière, donc 36 munitions en tout. Mais effectivement, lorsqu'il n'y a pas véritablement de charge explosive à l'intérieur, on est véritablement dans une espèce de démonstration, en fait, de force et de message politique qui a à faire passer derrière. Et je dirais que ce message, il s'adresse bien évidemment aux Ukrainiens, au monde entier, en quelque sorte. Si jamais ça va trop loin, on emploiera l'arme nucléaire. Mais je pense que ça s'adresse aussi à la population russe. Je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit auparavant. Il faut remettre les choses en contexte. Vladimir Poutine a fait un 9 mai vraiment au rabais. Il n'y avait pas de défilé mécanisé, première fois depuis 20 ans. Dans la foulée, il y a des frappes de drones ukrainiens sur l'oblast de Moscou, la région de Moscou. Tout ça, en fait, ça écorne l'image de puissance, le mythe de la puissance que vend Vladimir Poutine depuis plus de 20 ans à sa population. Et donc, il est obligé de répondre. Il a répondu en faisant un test de missile balistique intercontinental nucléaire Sarmat. Il a répondu avec des exercices nucléaires avec le Bélarus il y a quelques jours. Et ça, je dirais que ça, c'est un peu l'utilisation de l'Oreshnik, c'est un peu la troisième lame pour rappeler à sa population que la Russie est une grande puissance nucléaire. Et il ne faut pas véritablement voir faire un lien, comme le fait la propagande russe, entre cette frappe et ce qui s'est passé à Starobilsk, donc cette frappe ukrainienne qui a tué une vingtaine de personnes
dans le Donbass. On est véritablement plus, à mon sens, dans une volonté de la Russie déjà de punir les Ukrainiens pour avoir frappé l'oblast de Moscou, et ensuite pour rappeler à la population russe que la Russie reste une puissance avec des gros missiles nucléaires. Général, avec le nucléaire, on est dans le tabou. Néanmoins, c'est vrai que, aussi bien d'ailleurs pour la guerre au Moyen-Orient que dans cette guerre, le terme revient de temps en temps dans le débat. Pardon de vous poser cette question de Béotien, mais qu'est-ce qui importe dans le nucléaire? Est-ce que la charge fait la force? Est-ce qu'on peut doser une charge nucléaire ou pas? Oui, si vous voulez, il faut distinguer, c'est un vieux débat entre les charges, les missiles stratégiques et tactiques. Mais est-ce qu'on peut charger un missile de manière nucléaire, mais un peu nucléaire? Oui, bien sûr. Mais pas là, le même missile, plus petit. Plus petit. Mais là, si vous voulez, il y a toujours eu ce débat doctrinal entre les missiles, les charges tactiques et les charges stratégiques. Les charges tactiques, c'est l'emploi sur le champ de bataille, mais sans mener aux extrêmes. Par exemple, les Russes avaient des mines nucléaires et avaient des lanceurs de courte portée. Donc, ils pourraient, à la limite, je ne dis pas qu'ils le feraient, mais à la limite, ils pourraient utiliser des charges tactiques contre l'Ukraine. Attendez, vous dites mettre une charge nucléaire sur un missile tactique? Oui, mais bien sûr, il y en a. Ça, il peut parfaitement le faire. Mais cette suite en avant, où il est très embêté malgré ses convictions, parce que ce qu'on dit moins, c'est que sur le terrain terrestre, les Ukrainiens gagnent du terrain, reprennent du terrain aux Russes. Pourquoi? Parce qu'ils ont développé des systèmes de drones extrêmement sophistiqués, bien supérieurs à ce que font les Russes pour l'instant. Je ne dis pas que les autres ne vont pas les rattraper, et qui gèlent, permettent de conserver qui gèlent complètement les territoires attaques terrestres russes, où il y a énormément de soldats qui sont tués. On parle de 1000 soldats russes tués par mois. Je ne parle pas des blessés. Ce qui témoigne d'un niveau de résistance, effectivement, qu'on n'avait pas imaginé. Et un niveau de rétorsion militaire très important que n'avait pas anticipé le commandement russe. Merci, Général Christian Quesneau. Je rappelle que vous êtes ancien chef d'état-major du président Mitterrand. Et Chirac aussi. Et Chirac aussi. Ah bah, écoutez, je ne l'avais pas, c'est rectifié. Gérard Vespierre, je renvoie à votre site, Le Monde décrypté. Ulrich Bouna, merci également. Je rappelle que vous êtes analyste géopolitique, chercheur chez Euro Créative. Un rendez-vous d'infos important ce soir, 21h30 sur France Info Télé. L'affaire Bruel, avec ce documentaire proposé par la rédaction. Un chanteur dans la tourmente, pour faire le point sur cette affaire et les accusations qui visent actuellement le chanteur. Merci. L'info continue sur France Info Télé. Elle continue avec Alexandra Usan et son orchestre.